Faith AJ Beth était une brillante américaine sur le point de fêter ses 20 ans. Malheureusement, lors d'une soirée, elle va brutalement perdre la vie alors qu'elle était rentrée à son appartement. Suite à ça, de nombreuses personnes vont être suspectées par la police. C'était sûr, quelqu'un s'en était pris à elle. D'ailleurs, un mot avait été posé sur son corps retrouvé sans vie. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Faith AJ Beth, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une affaire tellement complexe, tellement mystérieuse. Vraiment, plus je l'écrivais, plus je me disais, mais comment est-ce qu'on va s'en sortir? Comment est-ce qu'on va comprendre qui lui a fait du mal? Et vous allez voir, la fin est encore plus mystérieuse. En tout cas, j'espère que cette affaire va vous intéresser autant que moi. Vraiment, elle mérite qu'on en parle. Et sinon, avant de commencer, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. J'essaye de poster un petit peu ma petite vie, essayer de montrer qu'est-ce que je fais au quotidien. Et puis, si on peut parler un peu plus ensemble, bah pour moi, c'est chouette. En tout cas, maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette très triste et mystérieuse affaire. Faith AJ Beth est née en 1992 aux États-Unis dans le comté de Warren, en Caroline du Nord. Sa mère a décidé de lui donner ce prénom qui se traduit par foi en français parce qu'elle s'est dit que c'était ce dont elle avait besoin pour accueillir ce nouvel enfant dans sa vie. Si elle avait autant besoin de la foi à ce moment-là, c'est parce qu'elle avait déjà un fils et une fille, ce qui lui demandait beaucoup de temps et d'attention, mais surtout parce qu'elle les élevait avec un mari qui était toxicomane. D'ailleurs, les parents de Faith sont divorcés alors qu'elle avait moins d'1 an et elle a alors été principalement élevée par sa mère, Connie AJ Beth, mais aussi avec l'aide de sa sœur aînée, Rolanda. À partir de ce moment-là, Faith a vécu une partie de son enfance dans la ville de Hollister et puis à Warrenton, mais toujours en Caroline du Nord. Adolescente, Faith était alors au lycée et elle était une excellente élève en plus d'être pom-pom girl et membre de nombreux clubs et organisations parascolaires. Grâce à tout ça, à ses 17 ans, lorsqu'elle a été diplômée, elle a obtenu une bourse d'études et a alors pu aller à l'université de Caroline du Nord dans la ville de Chapel Hill. Il faut savoir que le père de Faith avait lui aussi fréquenté cette université avant d'abandonner ses études. Faith espérait donc être la toute première de sa famille à obtenir un diplôme universitaire. Elle a alors commencé à étudier sur place et son but dans la vie était de devenir soit pédiatre, soit enseignante. Par contre, je ne sais pas dans laquelle des deux voies elle a poursuivi ses études, mais une chose est sûre, c'est qu'elle voulait travailler avec des enfants. Elle aimait énormément les enfants. Sinon, Faith s'était également pris un appartement dans le complexe View qui se situait dans la ville de Hawthorne à 25 minutes à peu près de l'université. Donc voilà, en soi, elles sont été très bien sorties dans la vie, elles faisaient de belles études et 2 ans vont passer. Et en juin 2012, Faith allait alors avoir 20 ans, elle n'avait même pas encore 20 ans, mais elle avait déjà réussi sa 2e année et se préparait donc à rentrer dans la 3e du cycle. Mais avant ça, évidemment, c'était les grandes vacances et elle avait donc 2 mois pour se reposer. Alors, ces grandes vacances, elle avait prévu de les passer dans son appartement à Hawthorne. Par contre, elle avait quand même comme plan de déménager le plus rapidement possible. Elle avait en fait fait une demande d'aide financière et elle attendait que cette demande lui soit accordée pour se prendre un meilleur appartement, peut-être un peu plus proche de son université. Clairement, Faith n'était pas riche du tout et essayait de s'en sortir comme elle le pouvait. Et c'est d'ailleurs pour ça que pendant les grandes vacances, elle partait pas en vacances à l'étranger ou quoi que ce soit, elle restait à son appart. D'ailleurs, si vous vous demandez, elle avait aussi un petit boulot sur le côté, donc elle était obligée de travailler en fait pour pouvoir payer son loyer. Mais donc voilà, en attendant, elle vivait donc dans cet appartement qu'elle partageait avec une certaine Karena Rosario, qui était d'ailleurs une amie de Faith depuis la première année à l'université. Il faut savoir aussi qu'un petit peu avant ça, Faith partageait aussi l'appartement avec un certain Eric Tacoy Jones, qui était l'ex-petite amie de Karena. Mais voilà, leur relation de couple avait parfois débordé sur de la violence physique et Eric avait alors fini par déménager assez récemment. Mais bon, entendons-nous, c'était beaucoup plus la décision de Karena de dire à son petit ami de partir que la décision d'Eric. Eric, lui, il voulait rester là. D'ailleurs, Eric semblait être un homme vraiment très malsain.
Pour vous dire, au début du mois de juillet 2012, il avait tenté à 2 reprises de s'introduire par effraction dans l'appartement, même après que Karena ait fait changer les serrures justement parce qu'elle avait peur qu'il revienne. Clairement, la situation était peu rassurante, Eric avait l'air dangereux et autant Karena, son ex-petite amie, que Faith, qui vivait dans cet appartement, avait peur. D'ailleurs, au final, Faith avait fini par conduire sa colocataire Karena au tribunal pour obtenir une ordonnance de protection qui obligeait donc Eric à se tenir à distance. D'ailleurs, suite à ça, et on pouvait s'en douter, Eric va avoir pas mal de ressentiments envers Faith. En fait, clairement, pendant qu'il sortait avec Karena, il arrivait à la manipuler. Oui, il était malsain, il était violent physiquement, mais voilà, c'était une sorte de pervers narcissique et donc Karena restait avec lui. Mais c'est vrai que Faith a un petit peu ouvert les yeux à Karena et suite à ça, Eric en a réellement voulu, personnellement, à Faith. Pour vous dire, un jour, il l'avait même appelé au téléphone et l'avait menacé de lui faire du mal si jamais il n'arrivait pas à se remettre en couple avec Karena. Ça avait même été plus loin parce qu'il avait fini par la menacer de la tuer si son couple ne reprenait pas. Donc clairement c'est assez grave et je pense qu'on doit bien garder ça en tête pour la suite de la vidéo. En tout cas, voilà où semblait en être Faith dans sa vie à ce moment-là. Mais à présent, plongeons-nous dans la soirée du jeudi 6 septembre 2012, donc juste avant la rentrée scolaire. À 17h45 ce soir-là, Faith s'était rendue à un événement sur le campus. Il s'agissait en fait d'un événement organisé par la sororité historiquement amérindienne appelée Alpha Pi Omega que Faith espérait rejoindre pour cette nouvelle année scolaire. Tout s'est bien passé, elle a fait beaucoup de rencontres, elle a parlé avec pas mal de personnes, mais à 19h15, elle a dû quitter l'événement et a dit aux personnes qu'elle avait rencontrées qu'elle devait aller travailler sur un article qu'elle écrivait sur l'histoire de sa tribu. Elle a alors rejoint sa colocataire Karena et ensemble, elles se sont rendues à la bibliothèque Davis sur le campus. Alors, on sait que de 20h30 à 21h, Faith a échangé des SMS avec son père et elle lui a dit à quel point elle avait envie de rejoindre la sororité Alpha Pi Omega. Et puis après ça, elle a continué à travailler avec Karena. Par contre, on sait aussi que quelques temps plus tard, Faith s'est absentée un bref moment. On ne sait pas vraiment pourquoi, mais elle est ensuite revenue à la bibliothèque vers 23h30. Après ça, elle et Karena sont alors reparties ensemble jusqu'à leur appartement et elles y sont arrivées vers minuit à peu près. Mais là, clairement, la soirée n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Une demi-heure plus tard, le temps de se changer, les filles sont reparties et elles se sont rendues jusqu'à une boîte de nuit qui se situait dans le centre-ville de Chapel Hill. La boîte s'appelait The Thrill et elle était connue sur le campus pour laisser les clients de moins de 21 ans boire de l'alcool. Faith et Karena sont alors arrivées là-bas vers minuit 40 du matin à peu près et elles ont dansé pendant plus d'1h30. Il faut savoir qu'il y avait des caméras de surveillance dans la boîte de nuit, mais malheureusement on n'arrive pas à clairement voir Faith et Karena parce qu'il y avait énormément de monde et on ne sait pas dissocier chacune des personnes. Donc pour savoir ce qu'elles ont fait, on ne peut se baser que sur le témoignage de Karena. Et selon elle, elles ont simplement dansé et elles ont parlé à personne de spécial. Mais voilà, à un moment donné, Karena avait eu mal au ventre et elle a demandé à Faith si elle pouvait rentrer. Les caméras de sécurité à l'extérieur du club montrent alors les deux filles en train de repartir de la boîte de nuit et se diriger vers le parking. Et selon Karena, eh bien, elles ont repris la voiture ensemble et ont roulé jusqu'à leur appartement. Elles sont finalement rentrées chez elles à 3h du matin et si pour Faith c'était le moment d'enfin se mettre au lit, ce n'était pas vraiment le plan de Karena. J'imagine qu'entre-temps, Karena n'a plus eu mal au ventre puisque les filles sont reparties de la boîte de nuit à cause de ça. Et en rentrant, comme je vous l'ai dit, Faith a été dormir et Karena, elle, voulait continuer. C'est un peu étrange, mais voilà, peut-être qu'en chemin, elle a été mieux. En tout cas, une fois arrivée chez elle, Karena a appelé un autre étudiant de l'université qui s'appelait Jordan McCary et qui était le joueur de football le plus important de leur école. Suite à cet appel, à 4h25 du matin, Karena a alors quitté une nouvelle fois son appartement parce que Jordan est venu la chercher en voiture. Selon Karena, lorsqu'elle a quitté l'appartement, Faith était dans sa chambre et selon elle, elle dormait, donc elle est partie, mais elle a laissé la porte de l'appartement ouverte. Par contre, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu étrange, donc on va revenir un petit peu en arrière. Les filles sont donc rentrées à l'appartement à 3h du matin et Karena est partie à 4h25 et pendant ce laps de temps, selon elle, Faith dormait.
Or, on va apprendre un petit peu plus tard que pendant ce laps de temps, il s'est quand même passé des choses un peu étranges. Déjà, une voisine des filles va dire que vers 3 h du matin, elle a entendu 3 gros coups venant de leur appartement, un peu comme si on déposait des sacs très lourds ou même comme si une armoire tombait. Alors oui, ça correspond au moment où les filles sont rentrées. Si l'une d'elles était un peu pompette, bah voilà, peut-être qu'elle a fait du bruit, qu'elle a fait tomber des choses ou quelque chose comme ça. Mais quand même, il faut le noter. Sinon, 40 minutes après que les filles soient rentrées, alors que Faith était censée se trouver dans sa chambre, elle a envoyé un SMS depuis son GSM à un certain Brandon Edwards, qui était en fait l'ex-petite amie de Karena, sa colocataire. Faith lui a alors écrit « Hey babe, peux-tu venir ici s'il te plaît? Karena a vraiment besoin de toi, haha. Tu sais, s'il te plaît, fais-lui savoir. » 3 minutes plus tard, Faith lui a envoyé un deuxième SMS avec simplement le mot « Dan » en anglais qui se traduit par « que » en français. Alors c'est étrange, mais on imagine qu'en fait elle a voulu écrire « ha 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 » comme si elle rigolait, mais que le correcteur du dictionnaire a marqué « Dan ». Mais en tout cas, ça, c'est le dernier signe de vie de Faith, et on sait qu'à 4h15 du matin, Brandon Edwards, donc le gars à qui elle avait écrit, va lui renvoyer un message pour lui demander qui avait réellement envoyé le message. Je m'explique, donc oui, il avait reçu le SMS de la part du téléphone de Faith, mais il se disait que c'était peut-être pas elle qui avait écrit ça, peut-être que c'était même Karena qui lui avait écrit ça depuis le téléphone de Faith, et donc c'est pour ça qu'il demandait qui avait écrit. À ce moment-là, ça pourrait paraître anecdotique, mais quand on sait que quelques heures plus tard, on va retrouver le corps de Faith inanimé, ça pose quand même question à savoir est-ce que c'est elle ou non qui a écrit ce message. D'ailleurs, je le rappelle quand même, mais lorsque ça s'est produit, Karena était encore à l'appartement. D'ailleurs, encore plus étrange, on a pu constater qu'elle aussi avait tenté d'appeler Brandon, donc son ex-petite amie, via son téléphone. Alors, est-ce que c'est une pure coïncidence? Est-ce que Faith, dans sa chambre, avait pensé à lui envoyer des SMS et Karena, qui elle était dans le salon, avait de son côté pensé à l'appeler? Peut-être, mais est-ce que ça a un lien? Peut-être aussi. En tout cas, lorsque Karena a appelé Brandon, il n'a pas répondu et elle a vite changé d'avis et avait fini par envoyer un message à Jordan McCary, donc le joueur de football avec qui elle est finalement partie à 4h25 du matin. Donc voilà, ça c'est ce qui s'est passé entre 3h et 4h25 du matin. Selon Karena, elle n'est au courant de rien vu que Faith était toute seule dans sa chambre. Mais tout de même, ça reste des événements un petit peu étranges. Mais en tout cas, pour revenir dans la chronologie des événements, à 4h25, Karena est partie faire la fête jusque très tôt le matin, jusqu'à 10h30. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à essayer de trouver un plan pour rentrer chez elle. Elle a alors essayé d'appeler sa colocataire, donc Faith, mais Faith n'a pas répondu au téléphone. Karena va alors avoir une autre idée, appeler une autre de ses amies qui s'appelle Marisol Rangel. Et cette fois-ci, elle a eu plus de chance parce que Marisol a répondu au téléphone et en tant que très bonne amie, elle est venue chercher Karena et l'a ramenée jusqu'à son appartement. Les filles sont alors arrivées sur place un petit peu avant 11h du matin. Elles sont entrées dans l'appartement, ont appelé Faith, mais elle n'a pas répondu. Dans l'appartement, tout était réellement sans dessus-dessous. Elles sont alors allées dans la chambre de Faith et là, elles y ont trouvé le corps de Faith ensanglanté, enveloppé dans une couverture et partiellement nu. Elles ont alors immédiatement appelé le 911. Alors là, je vais vous dire ce que les enquêteurs ont trouvé sur place, mais il faut savoir que dès le début de l'enquête, les dossiers ont été scellés, c'est-à-dire qu'aucune information n'a pu être divulguée au public. C'est assez inhabituel, d'habitude on donne quand même des informations aux médias, rien que pour avoir des témoignages, pour essayer de trouver des témoins qui auraient vu quelque chose, entendu quelque chose. Mais là, aucune information n'a été donnée. Donc ce que je vais vous raconter là, il faut savoir que dans la chronologie des événements, on l'a su que bien plus tard. Mais en tout cas, revenons-en aux faits. Sur place, la police va collecter du liquide séminal laissé sur la victime, ce qui d'ailleurs prouve que l'assassin, ou en tout cas l'un des assassins, était un homme, mais également qu'il y a eu agression sexuelle. Grâce au liquide séminal, on a alors pu établir un profil ADN du coupable et on a d'ailleurs pu constater qu'il avait laissé d'autres traces ADN
ailleurs dans l'appartement. Par la suite, une autopsie du corps de Faith a eu lieu et il sera alors noté qu'elle était décédée des suites d'un traumatisme contendant à la tête et les enquêteurs pensent d'ailleurs qu'il pourrait s'agir d'une bouteille de rhum vide qui a été trouvée dans l'appartement. De plus, le légiste notera qu'elle présentait de nombreuses coupures un petit peu partout sur le corps, des contusions également, mais aussi du sang sous les ongles, ce qui prouve qu'elle s'était débattue et qu'elle avait vraiment essayé de lutter contre son agresseur. Mais mis à part ça, il y a une autre chose qui est extrêmement étrange. En fait, sur le corps de Faith, on a retrouvé une note. Sur cette note, il y était écrit les mots « Je ne suis pas stupide, salope, jalouse ». Alors, on peut l'interpréter de manière différente. Soit la personne dit qu'elle n'est pas stupide et traite ensuite Faith de salope et de jalouse, soit la personne se traite elle-même de salope et de jalouse, ou soit c'est juste des mots qui ont été écrits comme ça, peut-être même par des personnes différentes, mais ça j'y reviendrai un petit peu plus tard. Quoi qu'il en soit, ce mot retrouvé sur la victime était extrêmement étrange. Les enquêteurs vont tenter de l'analyser et on va vite comprendre qu'il avait été écrit sur un fond de sac en papier blanc, le genre de sac qu'on donne lorsqu'on prend de la nourriture à emporter. D'ailleurs, la police pensait qu'il pourrait venir d'un restaurant ouvert 24 heures sur 24 qui s'appelle le Time Out et qui se trouve à Chapel Hill. Si ce mot vient bel et bien d'un sac venant de ce restaurant, ça voudrait dire que le ou les agresseurs étaient à Chapel Hill et a peut-être suivi Faith et sa colocataire jusqu'à chez eux quand elles sont rentrées de la boîte de nuit. Mais ça évidemment c'est juste une théorie. Par la suite, un expert a analysé ce morceau de papier et a remarqué que vu l'absence de sang sur le mot, il est fort possible qu'il ait été écrit avant le meurtre de Faith. En fait, si le mot avait été écrit sur place, il y a fort à parier que des gouttes de sang s'y seraient retrouvées. Mais là, rien du tout, le mot était comme immaculé. Donc si c'est le cas, si le mot a bel et bien été écrit avant, ça voudrait dire qu'il s'agirait de quelque chose de prémédité, et une chose est sûre, si ce mot a été laissé, c'est que la personne qui s'en est pris à Faith lui en voulait personnellement. D'ailleurs, je vous avais dit qu'on y reviendrait, mais l'expert a sous-entendu le fait que ce mot avait pu être écrit par plusieurs personnes. En fait, chacun des mots était écrit de manière différente. Soit ça voulait dire que des personnes différentes l'avaient écrit, soit ça voulait dire que chaque mot avait été écrit à des moments différents, parce qu'il y avait des écritures qui semblaient avoir été écrites, certaines dans la précipitation, et d'autres, ça semblait être une écriture plus posée. Alors, est-ce que ça voulait dire que c'était deux personnes différentes qui ressentaient des émotions différentes à ce moment-là, ou est-ce que ça veut dire que il y a une seule et même personne qui l'a écrit, mais à des moments différents, à des moments où il était énervé et à d'autres où il l'était moins. Les deux cas sont possibles, mais ça laisse un peu plus de mystère par rapport à ce mot. On se demande d'ailleurs pourquoi le ou les tueurs ont écrit ce mot et l'ont laissé là, parce que tout de même, c'était un très gros élément de preuve dans l'affaire. Donc les questions sont pourquoi ce mot, pourquoi ils l'ont laissé là, qui l'a écrit, combien de personnes l'ont écrit, à quel moment il a été écrit, et surtout, est-ce que tous les mots écrits dessus sont destinés à Faith ou est-ce que certains sont comme destinés à l'auteur lui-même? Voilà, ça laisse énormément de mystère. En tout cas, le tout premier suspect dans cette affaire a été Eric Jones, donc l'ex-petit ami de Karena, qui semblait attribuer à Faith la raison de sa séparation. Rappelez-vous, c'est celui qui habitait à la base dans l'appartement avec Karena et Faith et qui avait même menacé Faith de la tuer si jamais il ne se remettait pas en couple avec Karena. Clairement, il semblait être le suspect idéal dans cette affaire. Les enquêteurs ont alors découvert que la veille du meurtre de Faith au soir, vers 18 h, il avait envoyé un SMS à une connaissance à lui et dans ce message, il lui demandait désolé pour ce qu'il s'apprêtait à faire. D'ailleurs, il avait écrit le même message en public sur son compte Twitter. Donc ça, c'était juste avant la mort de Faith. Mais ensuite, 3 jours après sa mort, Eric Jones a changé sa bannière de sa page Facebook et il y a mis une image contenant ce texte. « Cher Seigneur, pardonnez-moi pour tous mes péchés et les péchés que je peux commettre aujourd'hui. Protège-moi des filles qui ne me demandent pas et celles qui me souhaitent mort aujourd'hui. » Clairement, ça aussi, ça pose question et c'est assez gros pour être une simple coïncidence. Suite à ça, la police a alors demandé à Eric Jones de fournir un échantillon ADN afin de le comparer à celui retrouvé sur la scène de crime. Comme il se disait innocent, il n'y avait pas de raison pour qu'il refuse de donner son ADN. Il a d'abord refusé malgré tout, mais il a fini par accepter. Là, ça va être assez fou parce que son ADN va être comparé à celui retrouvé sur la scène de crime et les deux ne vont pas du tout matcher. Si son ADN n'était donc pas celui sur la scène de crime, c'est qu'il était innocent
et il a donc été exclu de la liste des suspects. Là, ça a quand même été un coup dur dans l'enquête parce qu'on rayait quand même de la liste le suspect principal. Alors, si vous vous demandez, la police a quand même comparé l'ADN retrouvé sur la scène de crime à celui des hommes qui étaient présents dans la boîte de nuit que Faith a fréquenté le soir de sa mort. Cet ADN a également été comparé à celui de Brandon Edwards, donc l'autre ex-petite amie de Karena, sa colocataire, à qui justement Faith avait envoyé un message vers 4 h du matin le soir de sa mort. Tous ces ADN ont été testés et aucun n'était comparable à celui retrouvé sur la scène de crime. Donc voilà, là encore on se retrouvait au point mort dans l'enquête. Après quelques mois, une récompense de 29 000 $ a été offerte pour toute information conduisant à une arrestation. Pour les autorités, c'était l'espoir d'avoir enfin un témoignage, mais ça paraissait peu logique qu'il y en ait parce que, je le répète, le dossier était scellé. Donc ça veut dire que la population n'avait pas la moindre idée de ce qui s'était passé, personne ne savait où avait été Faith avant sa mort, avec qui elle avait traîné. Donc même quelqu'un qui habitait dans sa ville, même quelqu'un qui était à son université, n'était pas en mesure de donner son témoignage vu qu'il n'en savait pas plus sur l'enquête. Donc voilà, oui, une récompense était offerte, mais à moins que la personne soit réellement impliquée dans la mort de Faith, c'était difficile de trouver un témoin fiable. Et ça va être le cas parce que personne ne va venir témoigner auprès de la police. Et d'ailleurs, 2 mois plus tard, 10 000 $ supplémentaires ont été ajoutés à la récompense. Et donc à ce moment-là, les gens, oui, savaient que Faith était décédée, qu'il s'agissait d'une affaire criminelle, mais c'est tout. Les étudiants de son université ont alors demandé au juge à ce que des éléments du dossier soient révélés au public afin que plus de personnes puissent témoigner. Mais malheureusement, ça n'a pas marché et suite à ça, le juge a même décidé de prolonger de 45 jours la période de mise sous scellé. Encore une fois, je vous le redis, mais c'était quelque chose de totalement inhabituel et ça bloquait totalement une partie de l'enquête. Mais là, dites-vous bien que même la famille de Faith n'était mise au courant de rien. Ils diront simplement qu'ils avaient pu voir le certificat de décès de leur fille et qu'elle avait été battue. Mais c'est tout. C'est finalement au mois de janvier 2013 que la police va faire quelques déclarations publiques, notamment par rapport aux suspects recherchés, parce que clairement là, il fallait des témoignages, c'était primordial. Ils diront alors que grâce à l'ADN, on savait qu'on cherchait un homme. De plus, selon eux, l'homme qu'ils recherchaient avait sans doute vécu à proximité de l'appartement où Faith vivait au moment de sa mort. Ils demanderont alors au public de surveiller au cas où l'une de leurs connaissances aurait changé de comportement depuis la mort de Faith, ou s'ils connaissaient quelqu'un qui s'était intéressé un peu trop à l'enquête. Suite à ça, les enquêteurs ont également demandé au procureur s'il était possible d'obtenir un mandat pour pouvoir faire quelques saisies. Mais là encore, ça va être étrange, mais la ville a demandé au tribunal de garder les mandats sous scellé, affirmant que la phase de l'enquête n'était toujours pas terminée et ça a été accepté. Donc là encore c'est étrange et on dirait presque que la ville essaye de ralentir l'enquête. Finalement, au mois de septembre 2013, c'est-à-dire un an après le meurtre, la police de Chapel Hill a officiellement demandé l'aide du bureau d'enquête de l'État de Caroline du Nord. Le chef de la police n'a toutefois pas donné d'informations sur le déroulé de l'enquête et a juste affirmé que lui et son équipe travaillaient très dur. 6 mois plus tard, au mois de mars 2014, le dossier était toujours mis sous scellé. Et d'ailleurs, pas mal de médias locaux qui possèdent autant des journaux que des stations de télévision et de radio ont décidé de s'opposer ensemble à une nouvelle décision du tribunal qui visait à prolonger la mise sous scellé de 60 jours supplémentaires. Un avocat du journal Daily Tar Heel a d'ailleurs déclaré: 18 mois se sont écoulés et personne n'a été inculpé ni arrêté. Le public a le droit de supposer que la piste est devenue inexistante ou qu'elle ne fait pas l'objet d'une enquête diligente. Mais bon, les dossiers sont tout de même restés sous scellé. Un mois plus tard, Chelsea Dulaney, une journaliste du Daily Tar Heel, a décidé d'écrire un article sur cette affaire dans l'Atavist Magazine. Dans cet article, elle dira alors que selon elle, la véritable raison de la mise sous scellé du dossier était de dissimuler les premiers faux pas de la police de Chapel Hill qui n'était peut-être pas suffisamment compétente pour mener l'enquête par elle-même. En fait, la journaliste a interrogé les voisins de Faith et ses voisins lui diront qu'ils n'ont pas su tout de suite qu'il y avait eu un homicide. En fait,
il savait qu'il y avait déjà eu des violences conjugales dans l'appartement où Faith vivait. Donc rappelez-vous, je vous avais dit que sa colocataire Karena et son ex-copain avaient eu des violences conjugales. Eh bien, au moment des faits, les voisins avaient donc cru que c'était la raison de la venue de la police et des ambulances. Ils avaient finalement été interrogés que bien plus tard, et surtout, ils diront qu'à part l'appartement de Faith, aucun autre du bloc n'avait été fouillé par la police. Donc si le coupable était l'un des voisins, comme l'a présumé la police un petit peu plus tard, il a pu s'en sortir sans que personne ne vienne fouiller à son domicile. Cette journaliste a également appris que oui, la police avait fouillé les bois qui se situaient derrière l'appartement où Faith vivait. Par contre, ils n'ont pas du tout fouillé son quartier. Ils n'ont pas non plus toqué aux portes des habitants. Rien n'a été fait. Et puis encore une dernière chose, il faut savoir que Faith avait laissé sa voiture dans l'allée devant son appartement et les enquêteurs, quand ils sont arrivés, ils ont fouillé l'appartement où Faith était décédée. Par contre, ils ont laissé sa voiture là sans la surveiller, donc si ça se trouve, il pouvait y avoir des indices à l'intérieur. Mais voilà, ils l'ont laissé sans surveillance. Mais attendez, parce que c'est pas tout. En enquêtant, cette journaliste va également apprendre que le soir où Faith et Karena, donc sa colocataire, ont quitté la boîte de nuit, eh bien, soi-disant, elle n'avait pas été filmée sur le parking de cette boîte de nuit parce qu'il n'y avait pas de caméra de surveillance. C'était assez dommage pour les enquêteurs parce que ça aurait pu être des images très intéressantes. On aurait pu voir par exemple si quelqu'un d'autre était rentré avec elle ou si elles avaient été suivies sur le parking. Donc ce que cette journaliste va découvrir, c'est que les enquêteurs n'ont pas vu de caméra et dans un premier temps, ils n'ont pas cherché plus loin. Or, cette journaliste, en faisant une brève enquête, va découvrir qu'un remorqueur avait disposé des caméras de surveillance sur le parking. Elle a été voir où étaient positionnées ces caméras et c'était sûr, elles avaient filmé les déplacements de Faith et sa colocataire jusqu'à la voiture. Il aurait simplement fallu aller voir ce remorqueur, lui demander de voir les images de vidéosurveillance et on aurait sans doute eu bien plus de réponses. Mais bon, malheureusement, au moment où cette journaliste a découvert ça, ça faisait un petit temps que Faith était décédée et donc les images ont été effacées. Au final, au mois de juillet 2014, le tribunal a enfin accepté de déceler les dossiers. À ce moment-là, les médias ont enfin eu la possibilité de les examiner et ils ont alors découvert tout ce que je vous ai dit jusqu'ici. Alors, lorsque les documents ont été rendus publics, le chef de la police a déclaré: les enquêteurs disposent d'excellentes preuves dans cette affaire. Il ne s'agit pas d'une affaire classée. Cela a été et reste une enquête active. Par la suite, au mois de septembre 2014, 2 ans après la mort de Faith, le rapport d'autopsie a également été publié. Il y a aussi pas mal de détails sur le suspect qui ont été rendus publics, dont enfin un portrait robot qui a été créé sur base de ces échantillons ADN. Aussi, et ça c'est assez important, parmi ces documents, il va y avoir l'enregistrement de l'appel au 911 que Karena Rosario avait passé lorsqu'elle avait découvert le corps de Faith inanimé. Alors parlons de ce fameux appel. Un certain Tom Gasparoli, qui était journaliste pour le journal New and Observer, a décidé de s'y pencher d'un peu plus près. En 2017, il a d'ailleurs écrit un article à ce sujet en disant que pour lui, l'appel soulevait pas mal de questions. Déjà, une première chose qu'il va relever dans cet appel, c'est que dès le début, Karena n'a pas semblé vouloir s'identifier. En fait, l'opérateur du 911 lui a demandé à plusieurs reprises son nom, son identité, et elle ne le donnait jamais, et c'est seulement au bout d'un moment, parce qu'on lui a demandé plusieurs fois, qu'elle a fini par dire qu'elle s'appelait Karena Rosario. Aussi, chose étrange, c'est qu'à aucun moment dans cet appel, elle va dire qu'elle était accompagnée par son amie Marisol. Donc rappelez-vous, Marisol, c'était son amie qui l'avait justement raccompagnée à l'appartement après sa soirée. Donc déjà, 1, c'est assez étrange qu'elle ne veuille pas s'identifier. 2, pourquoi elle ne dit pas qu'elles sont plusieurs dans la pièce. D'ailleurs, pour ce journaliste, il y a même une chance que la personne au téléphone ne soit pas Karena, mais plutôt Marisol. En fait, leurs deux voix sont assez semblables, la personne au téléphone sanglote, pleure, et dans les aigus comme ça, ça pourrait autant être la voix de Karena que la voix de Marisol. À ce moment-là, c'est encore plus bizarre parce que pourquoi est-ce que quand on aurait demandé à Marisol de s'identifier, elle aurait répondu qu'elle était Karena? Rien n'est sûr évidemment, ce n'est qu'une possibilité, mais c'est vrai que on ne peut pas être sûr qu'il s'agisse bel et bien de Karena au téléphone. Une deuxième chose assez troublante est que l'appelante va dire au téléphone que son amie était au sol, inanimée, mais à aucun moment elle va dire le nom de Faith. C'est assez dingue parce que l'appel a duré 8 minutes et pourtant le nom de Faith n'a même pas
été prononcé une seule fois. Et puis il y a une troisième chose d'assez étrange. Le répartiteur du 911 va en fait demander à l'appelante au téléphone, donc cette appelante qui était soit Karena, soit Marisol, de toucher le corps de Faith pour voir si elle respirait toujours, ou en tout cas pour la mettre dans une position latérale de sécurité. Mais voilà, bizarrement, elle va refuser. C'est assez dingue parce qu'elles étaient deux dans la pièce. Il y avait Karena, il y avait Marisol, et aucune des deux filles n'a décidé d'aller toucher le corps de Faith pour essayer de voir si elle était vivante, ou en tout cas pour essayer de l'aider. Je peux comprendre qu'on puisse avoir peur de toucher une personne qui est décédée, mais là c'est une personne qui pourrait avoir besoin d'aide. Karena, au téléphone, elle n'est pas sûre que son amie est décédée, elle n'en sait rien, elle voit juste Faith au sol avec du sang un petit peu partout. Mais voilà, elle décide de ne pas la toucher. Donc voilà en tout cas les 3 points que Tom Gasparoli, le journaliste, a soulevés dans son article. Du côté des enquêteurs, les choses avançaient quand même tout doucement. Et d'ailleurs, un ami de Faith va se rendre au commissariat pour parler d'une chose extrêmement étrange. Cet ami, qu'on va appeler Luc pour la compréhension, va expliquer que la nuit du meurtre de Faith, il avait reçu un message vocal sur sa boîte de réception venant directement de Faith. Elle avait en fait appelé sans faire exprès et lui avait donc laissé un message enregistré, là encore sans faire exprès. Le message durait 3 minutes et on pouvait y entendre la voix de 3 personnes. Il y avait la voix de Faith, la voix d'un homme et la voix d'une femme. Et puis il y avait également de la musique à l'arrière-plan. Le message a été laissé exactement à 1h23 dans la nuit du 6 au 7 septembre et donc on sait qu'à ce moment-là, Faith se trouvait dans la boîte de nuit The Thrill. Alors la plupart du message audio était assez inaudible, la police n'a pas réellement pu en faire quelque chose, mais elle a rendu le contenu audio public. À partir de là, le média Crime Watch Daily a décidé d'engager un expert audio spécialisé dans l'amélioration des enregistrements. Selon cet expert, il dira avoir entendu la voix de Faith crier à l'aide, tandis que la voix féminine disait « Je pense qu'elle est en train de mourir » et que la voix masculine disait « Fais-le quand même ». Le reste semble effectivement inaudible, mais la voix féminine semble devenir quand même de plus en plus en colère. Alors, toujours selon l'expert, la femme qu'on entend se fait appeler Rosie. Et justement, Rosie, c'est le surnom de Karena Rosario par rapport à son nom de famille. L'homme, lui, dans l'audio, se faisait appeler Eric. Et donc, rappelez-vous, Eric était le prénom de l'ex-petit ami violent de Karena, celui qui avait d'ailleurs menacé Faith. Donc effectivement, c'est assez étrange. Mais quand même, on se rappelle également qu'Eric était l'un des premiers suspects dans l'affaire et que son ADN a été comparé à celui du suspect et que ça n'a pas matché. Alors, est-ce qu'on fait plus confiance à l'ADN ou à ce message audio où le son a été manipulé et où quelqu'un d'humain, quelqu'un qui peut se tromper, a simplement interprété certains sons qu'il a pu entendre? Voilà, moi personnellement, je me dis que c'est étrange, mais d'un autre côté, je fais peut-être un peu plus confiance au test ADN. Mais bon, c'est vrai que pour beaucoup dans cette histoire, Karena a eu un comportement étrange et son ex-petite amie en avait effectivement après Faith. D'ailleurs, la famille de Faith a elle été convaincue et a à ce moment-là été persuadée que cet enregistrement audio avait un lien direct avec la mort de leur fille. Mais il y a un autre point que j'ai envie d'aborder par rapport à ce message audio, c'est l'heure où il a été enregistré. En fait, la police de Chapel Hill a conclu que vu l'heure où avait été laissé ce message, c'est-à-dire 1h23 du matin, il y a au final peu de chances qu'il s'agisse de l'enregistrement du meurtre de Faith. Rappelez-vous qu'on sait qu'elle a été filmée en bonne santé en train de quitter la boîte de nuit à 2h06 du matin. Donc si à 2h du matin, elle sortait de la boîte de nuit, elle n'aurait pas pu être assassinée une demi-heure avant. Avec ça, on a donc la preuve que ce message audio n'a rien à voir dans l'histoire, mais l'expert qui avait été engagé par Crime Watch, lui, a une autre idée. Il pense que ce message vocal a été en réalité enregistré bien plus tard dans la soirée et qu'un problème dans le téléphone l'a daté à une mauvaise heure. Donc selon lui, oui, c'est marqué que le message a été enregistré à 1h23 du matin, mais sans doute qu'il a plutôt été enregistré vers 3-4 heures du matin. Il s'agirait simplement d'un bug dans le téléphone. Toujours selon cet expert, ce n'est pas parce qu'il y a de la musique que le message a été enregistré dans la boîte de nuit. Selon lui, il y avait même beaucoup plus de chances que ce message ait été enregistré alors que Faith était rentrée à son appartement. En fait, comme je vous l'ai dit, on peut y entendre de la musique, mais il n'y a pas de bruit de verre ou de brouhaha de gens qui parlent à l'arrière.
Donc selon lui, il est plus possible que ce message ait été enregistré dans l'appartement de Faith et Karena et que de la musique y soit tout simplement diffusée à l'arrière. Ça, c'est donc son explication vis-à-vis de ce message audio et donc lui soutient le fait que ce message a été enregistré au moment du meurtre de Faith. Mais bon, encore une fois, ce n'est que son point de vue. Et même si effectivement la police l'a trouvé assez intéressant, il leur fallait des preuves bien plus concrètes pour procéder à une arrestation. Donc après ça, Karena ou son ex-copain n'ont pas du tout été arrêtés, ils n'ont pas du tout été inculpés ou quoi que ce soit. La suite se passe à présent au mois de septembre 2016. La police va alors publier une image montrant à quoi pourrait ressembler le suspect qui avait donc laissé du liquide séminal sur le lieu du crime. Le portrait avait été réalisé par la société Parabon Nanolabs et le patron de la société a lui-même pris la parole et a déclaré « Le programme prédit la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, des taches de rousseur, la morphologie du visage et l'ascendance. » D'ailleurs, selon le programme, le suspect avait de grandes chances d'être soit amérindien et européen ou alors latino. En fait, pour être plus précis, le programme va dire que le suspect venait sans doute d'une famille mexicaine et colombienne et semblait avoir des racines dans d'autres pays d'Amérique du Sud et d'Afrique. Il y avait 80% de chances qu'il ait le teint olive avec peu de taches de rousseur, voire aucune, et des cheveux noirs. Donc quand même, c'est un très grand indice dans l'enquête. On a quasiment une photo presque réaliste de notre suspect. Bon, évidemment, même si on avait ça, il fallait quand même savoir où chercher. Il faut savoir que pour les policiers, le meurtre de Faith était sans aucun doute ciblé et non pas un crime d'opportunité commis par un inconnu. Un inconnu n'aurait par exemple pas laissé un mot sur le corps de sa victime. Pour eux, c'était donc une certitude que le suspect faisait partie du groupe social de Faith, peut-être quelqu'un qui la connaissait via l'université où elle étudiait. En tout cas, à ce moment-là, l'enquête a repris de plus belle. La police a interrogé plus de 2000 personnes, effectivement 700 tests ADN et a au final réduit la liste des suspects à 10 individus seulement. Mais voilà, encore une fois, après ça, eh bien, la police s'est murée dans le silence. Ils ont donc dit, oui, on a 10 suspects, mais ils n'ont pas donné de plus de détails, ce qui a mené effectivement à énormément de spéculations dans la région. Certaines personnes étaient convaincues qu'il y avait un seul et unique suspect, d'autres pensaient que c'était plusieurs suspects, et d'autres continuaient même à croire que Karena, la colocataire, était la suspecte principale. Et évidemment, tout le monde élaborait des théories et vu que la police ne disait rien, ça allait très vite. En tout cas, suite à toute cette histoire, Karena Rosario a quitté la Caroline du Nord, mais selon plusieurs sources journalistiques, elle est quand même restée assez proche de la police et a pas mal coopéré. Mais bon, je le redis, rien d'officiel n'est jamais sorti par rapport à elle, donc tout ce qu'on a contre elle, entre guillemets, c'est que des spéculations. Par contre, une chose reste sûre, c'est que c'est un personnage clé dans cette histoire, ça reste une des principales témoins et donc c'est normal qu'on la mette quand même au centre. Mais je tiens quand même à vous dire que j'ai pas envie de faire un tribunal populaire sur ma chaîne. Oui, je vous ai dit ce qui pointe contre elle, mais je veux vraiment vous dire que la police, elle, ne l'a jamais désigné comme suspect. Finalement, le 16 février 2021, après 9 ans d'enquête, la police va annoncer avoir enfin arrêté un suspect dans le cadre de cette affaire. L'homme s'appelait Miguel Salguero Olivares et il avait 28 ans. En fait, toujours grâce à son ADN laissé sur la scène de crime, la police a finalement réussi à retrouver la trace de certains membres de sa famille éloignés. Ça a permis de se rapprocher de lui, mais l'événement qui a fait qu'on le retrouve, c'est qu'il a en fait été arrêté en état d'ivresse au volant. En Caroline du Nord, si on est arrêté même pour un si petit motif entre guillemets, on doit quand même donner son ADN et donc la police l'ajoute ensuite à leur base de données. C'est donc grâce à ça que les enquêteurs ont pu remonter vers Miguel Salguero Olivares. Son ADN matchait totalement à celui retrouvé sur la scène de crime. D'ailleurs, on prendra aussi son empreinte de la paume gauche de sa main et elle aussi matchera parfaitement à l'empreinte retrouvée sur la bouteille qui avait servi à frapper Faith à la tête. Miguel habitait en fait dans la ville de Durham sur la rue Garrett Road et sur place, la police a alors saisi 6 téléphones portables ainsi qu'un ordinateur portable. Mais malheureusement, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est récent entre guillemets, c'était en 2021
Et les enquêteurs, la justice n'a pas décidé de dire publiquement ce qu'ils ont trouvé. Donc là encore, la police, les procureurs ont refusé de divulguer de nombreux détails sur l'enquête, notamment s'ils savaient ou non si Miguel connaissait Faith auparavant. Par contre, ils ont quand même déclaré une chose, c'est que quoi qu'il en soit, ils n'ont toujours pas trouvé de mobile du crime et Miguel, de son côté, dit qu'il est innocent. Par contre, on sait quand même quelques petites choses sur Miguel. Il est arrivé aux États-Unis en 2008 et avant ça, il a vécu au Guatemala. Ça veut donc dire que lorsqu'il a assassiné Faith, ça ne faisait que 2 ans qu'il était aux États-Unis. On sait également qu'en 2012, il avait 19 ans, donc le même âge que Faith, mais comme je vous l'ai dit, on ne connaît pas leur lien. En tout cas, au moment de son arrestation, la mère de Miguel a pris la parole et a dit « Mon fils n'est pas un meurtrier, je crois en mon fils ». Il a dit qu'il ne connaissait pas la fille. Depuis 2021, on a quand même appris que Miguel ne parlait pas très bien anglais. Il avait d'ailleurs eu besoin d'un traducteur lors de ses premières audiences devant le tribunal. C'est quelque chose d'assez important à dire parce que le mot qu'on a retrouvé sur Faith était en anglais. Alors vous allez me dire que c'était que quelques mots, c'était facilement traduisible, mais la manière dont ils ont été écrits, ça avait été écrit très vite fait sur le coup de la colère et c'est quand même des mots qui sont pas très faciles pour des gens qui ne parlent pas la langue. Selon plusieurs experts, si effectivement il ne parlait pas anglais à ce moment-là, peut-être que ce n'est même pas lui qui a écrit le mot. Alors est-ce que ça veut dire qu'il est innocent ? Je pense pas quand même, parce que son ADN était sur la scène de crime, son empreinte de main était sur l'arme du crime, mais est-ce que ça veut dire qu'il avait des complices ? Peut-être. En tout cas, lors de la dernière prise de parole dans le cadre de cette affaire, le chef de la police a déclaré « Il faudra du temps pour que cette histoire se dévoile complètement ». Donc voilà, c'est très frustrant parce qu'on a envie de savoir exactement ce qui s'est passé, on a envie de comprendre quel est le lien de Miguel et Faith, pourquoi il s'en est pris à elle, est-ce que quelqu'un lui a demandé de s'en prendre à elle, de lui laisser le mot sur son corps. Voilà. On n'en sait pas plus. En tout cas, aujourd'hui, il existe une page Facebook qui s'appelle Justice for Faith, si jamais vous avez envie de suivre cette histoire d'un petit peu plus près. En tout cas, comme je vous l'ai dit, je pense vraiment que Miguel est coupable, mais je me demande si quelqu'un ne l'a pas poussé à faire ça, si on n'a pas payé pour ça. Ça reste une grosse possibilité selon moi. En tout cas, dites-moi en commentaire vos théories, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette histoire, de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!